Mesdames et messieurs, bonsoir. 60 ans de vie politique en République du Congo, bilan et perspective. Tel est le thème de ce grand débat. Le 15 août 1960, poussé par la vague des indépendances en Afrique, le Congo, ancienne colonie française qui bénéficie déjà du statut de république depuis le 28 novembre 1958, est proclamé à Brazzaville, ancienne capitale de la France libre, indépendant en acceptant l'indépendance de ce pays situé en Afrique centrale sur l'ensemble de ses 342 000 kilomètres carrés. Le destin du Congo est désormais entre les mains de ces hommes politiques qui, dans la plupart des cas, vont s'arracher le témoin au sommet de l'État. Avec moi pour ce voyage dans le passé, mais aussi pour un départ vers le futur, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois dans ce studio Monsieur Bonaventure Mbaya, ancien ministre, membre de l'Internationale. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'être des nôtres. Merci. Juste en face de vous, un autre ministre, il s'agit de Monsieur Alain Kola-Tipo, ancien ministre également. Monsieur le ministre, vous êtes un habitué de ce plateau. Merci, bonsoir et à tous ceux qui nous regardent ce soir. Merci pour ce. C'est toujours un plaisir d'être ici. Et en face de vous, une fois de plus, un nouveau venu, Monsieur Serge Ikemi. Il est universitaire et président du Café du Savoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Foucault. Au regard des trois partis politiques qui ont précédé l'indépendance du Congo, à savoir l'UDDA de l'abbé Fulbert Youlou, le MSA de Jacques Opango et le PPC de Chikaya, semblerait-il, le Congo était-il prêt à reprendre le flambeau de leur destin? Les Congolais, allais-je dire, étaient-ils prêts à reprendre le flambeau de leur destin? Est-ce que vous pensez, cher monsieur, que la vie politique nationale de cette époque laissait présager des lendemains meilleurs pour la République? Monsieur le ministre. Oui, je pense que pour répondre à cette question, on a aussi le devoir de rappeler un peu la mémoire collective. Les indépendances de 1960, c'est aussi un peu la conséquence de ce que les puissances coloniales redoutaient dans leurs anciennes colonies. Il y avait déjà le fait que le général de Gaulle, ayant choisi Brazzaville comme lieu d'exil et ayant organisé à partir de Brazzaville la création de l'armée de la France libre, qui a rassemblé et qui a réuni ceux qu'on a appelés les tirailleurs africains, le général de Gaulle avait pris un engagement. C'est parce que je n'ai pas amené son discours de Brazzaville, le discours de 44 et le discours de 58. Dans ces deux discours, le général de Gaulle a voulu, en quelque sorte, honorer ou respecter l'engagement qu'il avait pris auprès des Africains qu'il avait accueillis à Brazzaville et à qui il avait promis que s'il réussissait à vaincre les nazis qui occupent l'Allemagne, alors il allait s'arranger pour voir quel genre de récompense il allait donner aux colonies africaines qui avaient en quelque sorte sacrifié leurs jeunes, leurs enfants qui étaient rentrés dans l'armée de la France libre, les tirailleurs qui sont morts très nombreux en France. Et c'est dans cet état d'esprit que le général de Gaulle, déjà en 1957, a inscrit à l'ordre du jour de son conférence, de son conseil des ministres, cet engagement qu'il avait pris auprès des colonies africaines. Et dans cet engagement, l'Afrique avait la chance d'avoir au sein du gouvernement français de cette époque un ressortissant africain qui était ministre. C'était le président Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a été le premier noir africain originaire d'une colonie africaine qui était membre du gouvernement de la puissance coloniale, donc de la France. Et c'est au cours de cette réunion du Conseil des ministres que le général de Gaulle a demandé à Houphouët-Boigny, qui représentait l'Afrique, comment, en tant qu'Africain, il envisageait les indépendances qu'il allait accorder aux colonies africaines. Donc c'est avec le général de Gaulle, c'est sous, en quelque sorte, l'autorité du général de Gaulle, président de la France, et le président Houphouët-Boigny, qui était ministre de la Santé à ce moment-là de la France, que de Gaulle a donné instruction à son premier ministre de l'époque, qui était monsieur Michel Debré, pour que Michel Debré mette en place la commission qui allait définir en quelque sorte un peu ce qu'allait être
les indépendances que la France allait accorder à l'Afrique. Donc c'est déjà, la France répondait aux exigences des Africains. Il y a eu beaucoup d'Africains dans tous les pays et dans toutes les colonies qui avaient fait de la résistance à la colonisation par réaction à l'esclavage, à la traite négrière. Mais monsieur le ministre, c'est bien de nous rappeler tout ça, Oui. mais finalement, le Congo est indépendant, Oui. mais nous repartons quelque peu en arrière, 2 ans en arrière, Oui. parce que nous savons tous que nous avions déjà connu les premiers partis politiques, les premiers grands hommes politiques, l'abbé Fulbert Youlou, monsieur Opango, monsieur Tikaya, il y avait 3 grands partis. Est-ce que lorsqu'on analyse cette période, ces 2 années qui précèdent l'indépendance du Congo, est-ce qu'on peut penser que le climat politique laissait présager par la suite un autre bon climat politique après les indépendances, selon vous? Oui, je pense que déjà au moment où il y a eu les indépendances, il fallait déjà que les pères des indépendances, donc Jacques Opango, Fulbert Youlou, Félix Tshikaya, qui étaient les 3 grands leaders politiques de la colonie, il fallait qu'ils se mettent déjà d'accord sur la notion de la nation, parce qu'il s'agissait de faire du Congo, qui était une ancienne colonie, que ça devienne une nation, c'est-à-dire créer les conditions d'une coexistence de toutes les composantes ethno-linguistiques du pays. Malgré les quelques problèmes qu'il y a eu pour arriver à ça, mais les 3, ils étaient déterminés. Félix Tshikaya était quand même un progressiste. Jacques Opango était membre du MSA, donc il était socialiste. Le seul qui était un peu de droite, c'était Fulbert Youlou, un démocrate. Mais tous, ils étaient d'accord pour que le Congo devienne une nation. Ils avaient dit, la formule, je répète, la formule qu'ils avaient utilisée en leur temps, c'était une nation certes plurielle, mais une et indivisible. Monsieur le ministre Alapala, une nation certes plurielle, mais une et indivisible. Mais on a remarqué dans cette période, je suis allé quelque peu fouiller, et j'ai constaté qu'il y avait déjà les premiers signes de division avec 59. Oui, exactement. Mais il faut effectivement revenir sur ce passé quand même assez prestigieux et glorieux de notre pays. La reconnaissance en fait du général de Gaulle, capitale de la France libre, Brazzaville. De Gaulle considérait Brazzaville comme étant le refuge de l'honneur de la France, et lui-même, on l'appelait l'homme de Brazzaville. Certes, cette promesse, on peut la considérer comme étant une promesse historique, mais elle était liée quand même à un désir de liberté et d'indépendance, parce que on peut remonter à Timpavita, en passant par Simon Kimbangu, en passant par Mathieu André, etc. Donc il y avait quand même un désir d'indépendance et de liberté. On peut revenir ici sur disons, les sévices subis par les populations à l'occasion de l'impôt des 3 francs, si bien que quand on a à peu près 7-8 ans, on entend encore parler des corbeaux, etc. Mais ce que vous dites, justement, dans votre introduction, vous avez dit, se dispute le témoin. Effectivement, s'arrache le témoin. Effectivement, nous arrivons effectivement à l'indépendance avec les stigmates de ce qui s'est passé en 58, et surtout la fameuse guerre civile, que moi je considère comme le péché originel de la naissance de notre nation. On a qualifié, je crois, de manière un peu abusive comme étant guerre nord-sud ou guerre Moshi-Lari. Reprenons ici des codes, si vous voulez, de catégorisation que les colons avaient infligés à nos pays. Donc, nous sortons justement de ces stigmates pour arriver à l'indépendance. Mais si vous allez dans les archives qui avaient pu les consulter, cette configuration politique préfigurait déjà, je crois, ce qui va se passer en 63. Il y avait déjà une tendance de gauche, et ensuite l'abbé Fulbert Youlou, qui est d'ailleurs un peu seul, comme étant un homme qualifié comme étant de droite. La preuve, c'est que son premier voyage qu'il fait, le voyage officiel, c'est aux États-Unis, reçu par John Fitzgerald Kennedy au pied de l'avion. Ce qui montre aussi que le Congo a une certaine importance que nous ignorons. Donc, on arrive à l'indépendance, mais à ce moment-là, je pense que de bonne foi, tous ces pères de la nation considèrent que c'est maintenant leur responsabilité
ils doivent assumer les responsabilités de notre pays. Et d'ailleurs, l'abbé Fleurvieux le dit dans un discours lorsqu'il rentre des États-Unis, en ayant proposé, entre guillemets, des possibilités de partenariat à Exxon, à Mobil, etc., sur le plan minier, parlant d'ailleurs aussi du barrage Souda pour faire de Pointe-Noire une ville industrielle. Bien, quand il rentre, il fait une communication à la communauté nationale où il explique que nous sommes indépendants, mais nous devons assumer nos responsabilités. Il est conscient de la lourdeur de la tâche, mais il ne va pas pouvoir la réussir seul. Il sait qu'avec le concours de tous les Congolais, eh bien, on s'en sortira. Donc, il y avait quand même déjà des perspectives d'un avenir meilleur. Monsieur Serge Kémy, votre analyse sur ces 2 années qui précèdent l'indépendance, marquées par la dispute, on va parler ainsi, de 1959, parce que à l'Assemblée nationale ou territoriale, il y a eu basculement d'une voix. On parle d'un certain Monsieur Yambo. Vous allez nous préciser si c'est réellement le cas. Mais est-ce que vous pensez que lorsqu'on analyse ces 2 ans qui précèdent l'indépendance du Congo, Monsieur le ministre Akola pense que bon, il y avait quand même des prémices d'une bonne vie politique, mais est-ce que cela vous convainc quand même? Oui, je peux dire oui. Pourquoi? Parce que à cette époque, lorsqu'on lit l'histoire, il y a au niveau des leaders politiques quelques valeurs. On peut citer la bravoure, parce que il y avait le goût de retrouver la liberté et l'indépendance. Il y a la jeunesse, mais une jeunesse parce que tous y sont autour de la trentaine d'années ou légèrement plus. Il y a aussi d'autres valeurs du genre le goût de l'intérêt général, le vœu de construire une nation où il y a un vivre ensemble des fils du Congo et des filles du Congo. On peut aussi parler du fait que à l'époque, il y a une éthique dans la gestion des affaires publiques et il y a des prémices, la démocratie. Ce sont des valeurs qui ont caractérisé les 2 ans. Bon, toute œuvre humaine ne peut pas manquer de rater, si bien que des guerres politiques, on est arrivé à une petite guerre sociale qui gangrène toujours ce pays. Mais à l'époque, les pères de l'indépendance ont eu, à mon avis, ce mérite d'incarner un certain nombre de valeurs qu'aujourd'hui, la politique a un déficit. À ce stade du débat, voilà ce que je peux verser. Est-ce que, monsieur le ministre, vous pensez que monsieur le ministre qui est à ma gauche, vous êtes à ma droite, a parlé de péché originaire concernant la guerre de 1959. Est-ce que vous pensez que ce péché suit encore le Congo juste après son indépendance? Oui, le péché a suivi le Congo pendant trop longtemps et il revient un devoir pour nous d'arrêter avec ce péché-là. Le Congo, cette guerre a fait du Congo le seul pays au monde qui n'a que 2 points cardinaux. Alors qu'en principe, tous les pays doivent avoir le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et ce péché originel a fait du Congo le seul pays au monde qui n'a que les 2 points cardinaux, le nord et le sud. Notre génération, après ces 60 ans d'indépendance, nous devons être en mesure d'arrêter tout cela et de reformuler l'unité nationale, faire en sorte que les Congolais deviennent comme les enfants d'une même mère et des mêmes pères. Pour cela, il faut beaucoup réfléchir. Ça, c'est dans les perspectives, nous allons y revenir. Le président Youlou prend donc le pouvoir, mais il est contraint à l'exil, précisément en Espagne, où il trouve d'ailleurs la mort. Le président Assamba Deba prend les rênes du pays, qui impose le parti unique. Donc Assamba Deba impose le parti unique avec le MNR, le Mouvement national de la Révolution. Et là, un nouvel ordre politique voit le jour au Congo. C'est le début du monopartisme avec comme socle le socialisme. Chers messieurs, quelle analyse faites-vous du monopartisme au Congo, monsieur Ekibos? Bon, le monopartisme au Congo, je pense que ça n'a pas été une mauvaise chose en soi. Ceux qui ont voulu du monopartisme, c'est après l'expérience de 1959, lorsqu'il y a eu un déchirement social. On pensait que, par conscience nationale, il faut que la nation soit une et indivisible. C'est comme ça qu'ils ont emmené le monopartisme. Et à l'époque, je crois qu'il y a l'éthique qui est le maître mot et il y a l'action en termes d'industrialisation du Congo. On peut dire que
pendant ce monopartisme, c'est là qu'on a vu les prémices d'une industrialisation du Congo avec quelques constructions d'usines. C'est déjà des valeurs qu'on a eu à obtenir pour notre pays, mais le reste, le monopartisme avec le socialisme, qui a eu deux tendances, de socialisme bantou et de socialisme scientifique, est arrivé donc l'idéologisation de la vie politique et avec des tendances soviétiques, des tendances nationalistes. Ça a déchiré le pays et les leaders politiques. Mais je dois dire qu'il y a eu un fait important, c'est le fait que Jacques Opango, étant premier ministre de Fulbert Youlou, quand il apprend que l'autre est en prison, il débarque de l'aéroport pour le rejoindre en prison. Il dit, comme il est en prison, ma vie n'a pas de sens, je dois être à ses côtés. Il faut dire que le déclic et le signal fort ici, c'est que Opango est du nord, Youlou est du sud, mais il rejoint l'autre en prison. C'est un acte fort, symboliquement. Et ça fait partie des actes qu'on devait, à mon avis, capitaliser pour l'unité nationale. C'est un symbole fort. Ceux qui ont vécu cela peuvent en parler davantage. Mais pour moi, c'était un déclic et c'est un acte fort pour la nécessité d'une nation forte, une et indivisible. Monsieur le ministre. Ce qui s'est passé en 59, ce député qui a fait une transhumance, Monsieur Yambo. Bon, certains historiens disent également, ça a commencé par une banale querelle de ménage, quelque part à Bakongo. Voilà. Bon, il faudra peut-être regarder cela. Bien. Mais non, lorsque... Je vous confirme que c'est bien Monsieur Yambo. Oui, d'accord, mais la querelle de ménage, est-ce que c'était Monsieur Yambo qui s'était disputé avec son épouse? Bon, c'est on peut pas le savoir. Voilà. L'Assemblée territoriale. Exact. Exact. Donc, je crois que sous le président de l'abbé Fulbert Youlou, il y a une génération de jeunes Congolais qui avaient certainement entre 20, 25, 30 ans et qui ont été, je crois, nourris en tant qu'anciens colonisés, nourris, je crois, parce qu'il y avait quand même beaucoup de jeunes qui lisaient. Hein. Il y avait des gens qui étaient, je crois, nourris un peu à l'histoire de la Commune de Paris, donc la première révolution, hein, c'est comme ça qu'on nous a prêté cela. Et puis, il faut savoir que lorsque vous sortez de la colonisation, lorsque vous avez été un opprimé, vous avez été oppressé, il n'y a qu'à lire le livre de Samir Amin, qui a écrit l'histoire du Congo de 1880 à 1968, paix à son âme, parce qu'il est mort, on se rend compte quand même qu'il était logique que cette génération-là soit sensible à une idéologie de lutte, de résistance. Et sur le marché de l'idéologie mondiale, on ne peut pas la retrouver chez Camus, chez Sartre, etc. Donc, on est allé vers le marxisme-léninisme. Et là, il a raison de dire qu'à un moment donné, dans ce foisonnement, ce bouillonnement d'intellectuels révolutionnaires, on retrouve ceux qui sont effectivement pour le socialisme scientifique, Marien Gouabi, probablement avec Denis Sassou Nguesso et d'autres. Et puis, certains qui sont pour le castrisme, parce qu'ils sont émerveillés par l'échec de la baie des cochons. Je crois que là, on peut retrouver les Anges d'Awara et ainsi de suite. Et je pense que le président Massamba Diba, qu'on a été chercher, parce que je crois qu'il incarnait quand même une figure paternelle, c'est un homme qui devait être un peu pondéré. Moi, je l'ai vu à 7 ans, quand mon père était sous-préfet à Evo. Effectivement, on l'avait reçu, et il incarnait cela. Donc, je me dis, ils ont été chercher une figure rassurante. Et probablement, avec son expérience et sa sagesse, il estimait peut-être que le socialisme scientifique stricto sensu n'allait peut-être pas convenir à nos réalités, d'où l'idée du socialisme bantou. Et il faut noter aussi que, à l'époque, nous étions qualifiés comme étant, ou classés comme étant pro-soviétiques, mais c'est Massamba Diba qui décide de reconnaître, que le Congo reconnaisse la Chine. Et parmi ceux qui ont préparé sa première visite officielle en Chine, on retrouve Dalagraï, président Sassou Nguesso. Mais l'idée, justement, de la co-responsabilité, de la solidarité dans la responsabilité, il a bien fait de souligner, lorsque le président Youlou est en difficulté et qu'il est sur le point d'être renversé et qu'il appelle le général de Gaulle pour demander une intervention, en fait, du contingent français qui était à Brazzaville et qui se retrouve face à un refus, eh bien,
c'est effectivement Denis Sassou Nguesso qui ouvre le portail au vice-président Jacques Opango, qui arrivait d'Italie. Il est parti de Poto-Poto, donc de Poto-Poto, je crois que c'est la rue Aoussa. Il part de là à pied pour arriver au palais du peuple pour rejoindre le président Yulou, pour dire nous sommes tous responsables de la situation politique actuelle. Et celui qui ouvre le portail, eh bien, c'est, je crois, le jeune sous-lieutenant Denis Sassou Nguesso. Je crois qu'il faudra quand même aussi faire parler ces personnes-là par rapport à l'histoire de notre pays. Et lorsque la démission est remise, eh bien, celui qui emmène Opango en prison, c'est à nouveau Denis Sassou Nguesso qu'Opango ne connaissait pas. Voilà. Donc, c'est vous dire que de cette période, donc, où il y avait énormément d'éthique, on rentre dans la période du MNR, qui se justifie, qui s'explique un peu par le bouillonnement idéologique et toutes les tendances idéologiques qu'il y avait donc autour du président Massamba Deba. Et ensuite, ça a été les prémices de la création du Parti congolais du travail, qui a été quand même le premier parti marxiste-léniniste d'Afrique et qui a doté notre premier et seul et unique drapeau rouge d'Afrique et qui s'est retrouvé à ce moment-là dans des séquences historiques au niveau du continent qui étaient très importantes. C'est tout notre engagement vis-à-vis des peuples qui luttaient pour leur indépendance sur le continent, notamment l'Afrique australe. Monsieur le ministre, votre analyse du monopartisme au Congo? Oui, le monopartisme faisait partie de la volonté des pères de l'indépendance de créer une nation effectivement unie, prospère. Et l'idée du parti unique était déjà une idée émise par le président Fulbert Yulou. J'ai le discours qu'il avait prononcé à cette période-là, je l'ai retrouvé, où il disait que pour resserrer l'unité nationale et consolider la concorde nationale, parce que l'unité nationale ne peut pas fonctionner si la concorde nationale n'est pas prise en compte. La concorde nationale, ça veut dire prendre en considération ce que pensent les avis de toutes les composantes nationales. Toutes les composantes nationales doivent être impliquées dans l'évolution du pays. Et c'est tout ça qui fait asseoir la concorde nationale. Obéissant à ce besoin de créer des Nations Unies, des Nations Unies, et une concorde au niveau des différentes nations, la quasi-totalité des pays africains avec des partis uniques, y compris chez Houphouët-Boigny, qui était pourtant reconnu comme un pro-occidental. Il y avait peut-être une exception du Sénégal, où il y avait le président Senghor qui avait son parti, et puis Maître Abdoulaye Wade qui avait le sien. Mais la particularité du Parti congolais du travail, donc du Parti unique au Congo, au-delà justement de ce désir de créer un sentiment de cohésion et d'unité de la nation, il y avait surtout également le désir, c'est-à-dire que nous étions un petit pays, mais qui avait embrassé les luttes de libération en Afrique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner à la génération actuelle. Ce n'était ni un parti du Gabon, ni un parti de la RDC, du Zaïre à l'époque, ni un parti d'Éthiopie, etc. C'était le Congo-Brazzaville qui avait embrassé la lutte de libération de l'Angola, de la Namibie, le Mozambique, l'Afrique du Sud, y compris même, une fois j'étais au Cap-Vert, quand vous parlez du PAIGC d'Amical Cabral, et quand vous dites que vous venez du Congo-Brazzaville, en 2020, il y a une résonance quand même de ce pays. Et ça, c'est, comment dirais-je, à mettre à l'actif quand même du parti unique. Parce qu'imaginez que l'on n'ait pas soutenu le MPLA en Angola pour qu'il accède au pouvoir, et que serait devenue la lutte de libération de l'Afrique du Sud? Est-ce que vous pensez l'UNITA au pouvoir en Angola, qui était pro-occidental, pro-américain, etc. Est-ce que vous pensez que la Namibie, le Mozambique et l'Afrique du Sud seraient indépendantes? Je ne pense pas. Et ça, c'est une position du Congo. En juin 2012, lorsque nous avons tenu dans le cadre de notre réseau de l'Internationale socialiste la réunion à Praia, capitale du Cap-Vert, le premier ministre du Cap-Vert, qui est membre de notre réseau international, le PAIGC, est membre de ce réseau de l'Internationale socialiste, quand ils avaient constaté que j'étais Congolais du Congo-Brazzaville, c'est à ce moment-là que j'ai été en quelque sorte désigné coordonnateur
sous-régional de l'Internationale socialiste pour l'Afrique centrale, parce que le Congo avait vraiment une réputation très positive par rapport à à l'engagement que le Congo avait pris pour soutenir les mouvements de libération sur le continent africain. Nous vous donnons la parole à monsieur Serge Kémy, mais nous allons rester dans le Congo. Nous n'allons pas nous extérioriser. Restons dans le Congo. Parlons de la politique intérieure et non des affaires étrangères, de la coopération. C'est peut-être mieux pour nous de rester que dans le Congo. C'est déjà un bon départ pour ces petits qui nous suivent, qui demain seraient peut-être des ministres comme vous. Pourquoi pas des grands universitaires comme vous, et pourquoi pas des chefs d'État comme ceux qui sont passés au firmament du pays. Monsieur Serge Kémy. Oui, à l'actif des pères de l'indépendance, il faut mettre aussi la valeur bâtisseur. C'est des gens qui ont pensé à construire le pays. Ils avaient l'idée de penser qu'un homme, c'est celui qui vit par le travail, par son revenu, et il bâtit, il construit sa maison grâce à cela. Et pour ce faire, il fallait créer des emplois. Pour créer des emplois, ils ont construit des usines. Et on a l'expérience des usines de Kinsundi, l'usine de Siap, Sidolou, ainsi de suite. Et ça, c'est l'esprit des bâtisseurs. Ils ont construit des édifices. Et le Congolais avait la réputation d'un travailleur au lieu de la réputation d'un jouisseur. Et ce sont des valeurs que nous devons aujourd'hui enseigner à nos enfants. Merci beaucoup. Nous allons de l'autre côté de la régie. Nous prenons une pause. Il reste 10 secondes. Nous prenons une pause et nous allons revenir pour la suite de notre émission. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure.